Salut, salut! Donc aujourd'hui, je vais jaser de ce qu'on appelle la glissade de l'été ou la perte des acquis chez les jeunes qui sont à l'école pendant la période estivale. Fait que à chaque année, il y a des parents qui vont s'inquiéter que leurs enfants vont perdre leur acquis pendant l'été. Principalement les enfants qui ont des difficultés, on va se le dire, mais qu'on va perdre les acquis pendant l'été, qu'il faudrait peut-être recommencer à la fin ou à revoir certaines choses, ou même des fois acheter des cahiers pour revoir les notions qui ont été faites pendant la deuxième année, etc. Pour justement là, pour pas qu'on perde les acquis, puis pas qu'on arrive en septembre avec des difficultés, qu'on ait du retard, etc. Donc, dans le fond, c'est un phénomène dont on a entendu quand même beaucoup parler. Je suis allée revoir la littérature là-dessus pour me mettre à jour, pour voir si c'était vraiment le cas, etc. Bref. Fait que dans le fond, les études qu'on avait il y a un petit bout de temps, genre en fait, les connaissances qu'on a ou des choses qu'on entend souvent, c'est que pendant un été, un élève moyen va perdre à peu près l'équivalent d'un mois d'apprentissage scolaire. OK? C'est quand même énorme de dire que pendant l'été, on perd des acquis qu'on a fait pendant l'année scolaire. Fait que dans le fond, il y a même des études qui rapportaient jusqu'à 2 mois de recul en mathématiques, par exemple, chez certains élèves ou chez certains groupes d'élèves. Par contre, il y a des études plus récentes, fait que des études qui ont été faites à partir de 2018 et en montant, qui montrent en fait qui montrent des résultats beaucoup plus nuancés que ça. Fait que des études avec plus, je vais dire, de rigueur au niveau scientifique, qui ont été vraiment plus ciblées là, dans les pré-tests, post-tests, etc. Bref, pour montrer que finalement, l'ampleur de ces pertes-là sont peut-être pas aussi importantes que ce qu'on pensait ou ce qu'on a pensé à l'époque. Puis dans le fond, les écarts qu'on retrouve sont surtout là chez les jeunes qui ont des difficultés déjà d'apprentissage, et pas nécessairement chez tous les élèves. Donc voilà. Fait en d'autres mots, ce qu'il essaie de montrer en fait, c'est que les difficultés qu'on retrouve à la fin de l'été, par exemple, je vais dire les pertes d'acquis, là, mais vous comprenez un petit peu. Fait que le fait que pendant l'été, il y a certains jeunes qui, à la fin, en fait, de l'été, vont moins bien réussir aux tests qu'on leur faisait passer avec les acquis scolaires. Que c'était déjà des jeunes qui avaient des difficultés avant, puis que finalement, c'était pas nécessairement une perte pendant l'été, c'était juste des jeunes qui avaient déjà des difficultés. Puis oui, il y aurait peut-être un petit écart qui sont notés chez ces jeunes-là, mais que c'est pas si important qu'on aurait cru avant. Fait que c'est beaucoup moins dramatique, beaucoup moins sévère que ce qu'on aurait pu penser. Par contre, ce qu'on retrouve maintenant dans les études, c'est que les mathématiques ont l'air plus vulnérables à la perte d'acquis. Fait que dans les conclusions, les mathématiques semblaient davantage touchées par cette perte d'acquis-là pendant l'été. Fait qu'entre autres, en lien avec la fluidité du calcul, fait que le calcul mentaux, puis des procédures là, très spécifiques en mathématiques dans certains problèmes, etc. Puis par contre, que les pertes au niveau de tout ce qui est la lecture, c'était souvent moins important. Encore une fois, c'est variable d'un enfant à l'autre, etc. Mais bref, mathématiques plus touchées que tout ce qui est la lecture. Voilà, fait que c'est ce qu'on sait maintenant. Fait que oui, il peut y avoir, on va dire un peu des pertes d'acquis, mais le fait que les jeunes, pendant l'été, vont un petit peu oublier, en guillemets, des choses qui étaient plus faciles à la fin de l'année scolaire, puis qu'au début de l'année, on a comme besoin de se remettre dedans, de revoir certaines choses, puis tout ça, mais finalement que c'est pas si catastrophique que ça en a l'air. Par contre, encore une fois, les enfants sont pas touchés toutes de la même façon. Donc, il y en a pour qui, oui, c'est plus difficile, la rentrée scolaire, ils ont besoin d'un peu plus de temps pour se remettre, de retrouver leur rythme. Ceux qui sont en difficulté scolaire sont plus à risque. Puis, entre autres aussi, ce qui a été montré, c'est vraiment les jeunes qui ont moins accès à la stimulation. En fait, les jeunes qui sont plus dans des situations de vulnérabilité, qui vont être plus à risque parce qu'ils ont moins d'occasions, ils ont moins de stimulation peut-être pendant la période estivale qu'ils vont en avoir pendant l'année scolaire. Donc, il y avait un peu ça. C'est ça. Puis les mathématiques, tu sais, moi, je pense que, puis là, c'est mon hypothèse à moi, là, 100% mon hypothèse, ça me surprend pas vraiment, en fait, parce que tout ce qui est langagier, en fait, tu sais, tout ce qui est les habiletés langagières, ça supporte beaucoup, beaucoup toutes les habiletés en lecture, écriture, puis d'autres habiletés scolaires académiques dans les autres matières. Fait que le langage va servir à tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser en tout temps, le langage. Fait que pendant l'été, les enfants vont continuer à parler
écouter, raconter des affaires, il va entendre des nouveaux mots de vocabulaire, etc. Fait que le langage, c'est là, c'est partout. La lecture, c'est souvent aussi quelque chose qu'on va plus stimuler d'emblée, tu sais, amener les enfants à lire, c'est quelque chose qu'on fait quand même assez régulièrement, naturellement comme parents. Alors que les mathématiques, ben, peut-être que c'est un petit peu moins sollicité dans la vie de tous les jours si on prend pas la peine de le faire. Okay? Je vais vous revenir avec ça tantôt, mais tu sais, spontanément, on va moins demander à notre jeune peut-être de faire des calculs, des résolutions de problèmes que de prendre un livre et de lire. Okay? C'est quelque chose qui est peut-être moins intégré dans le quotidien de la plupart des gens. Ceci étant dit, OK, est-ce qu'il faut continuer à stimuler l'enfant pendant l'été, revoir des notions? Puis là, je parle surtout pour les jeunes qui ont des difficultés. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est bon de le faire? Etc. Est-ce qu'on arrête tout pendant l'été? Fait que c'est encore une fois, ça va être une zone grise ici. Je vais apporter ça avec beaucoup de nuances. Tu sais, est-ce qu'il faut revoir la matière scolaire pendant l'été? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire pour aller soutenir, stimuler le langage, les apprentissages, etc. d'une autre façon, dans notre rôle de parents, entre autres, pendant l'été, et pas nécessairement revoir toute la matière scolaire académique. Donc, c'est une chose, les jeunes, ils ont besoin d'une pause, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin d'un break dans leur cerveau, ils ont besoin de vivre d'autres choses, etc. On a aussi besoin que ça soit agréable, que ça soit pas une bataille. Fait que oui, stimuler, soutenir, mais peut-être en laissant un petit peu de côté la façon plus traditionnelle scolaire académique. Donc, tu sais, acheter un livre pour revoir les notions de l'année précédente, moi, c'est jamais quelque chose que j'ai recommandé, mais soutenir dans le quotidien, oui, 100%. Donc, c'est ça. Fait qu'on n'a pas besoin que ça soit quelque chose qui est très représentatif de ce qui se fait en classe pour que ça soit aidant. Puis encore une fois, peut-être plus pertinent quand notre jeune a des difficultés. C'est toujours pertinent de soutenir le langage des apprentissages, mais si notre jeune a plus de difficultés, oui. Est-ce qu'on poursuit les suivis avec des personnes, des professionnels pendant l'été? Est-ce que ça peut être bénéfique? Ça peut être bénéfique. Je ne vais pas dire c'est bénéfique. Ok, avoir un accompagnement pour un jeune qui a des difficultés, c'est bénéfique. Ça, on se le cachera pas. Par contre, je pense que ça doit être fait dans un contexte où, encore une fois, c'est plus ludique, c'est plus ancré dans le quotidien. C'est quelque chose qui est différent de ce qui est fait en contexte scolaire académique. Fait que c'est quelque chose que je pense qui peut être fait, mais peut-être d'une façon qui est différente. Puis, dans le fond, tu sais, on voit aussi, encore une fois, si je reviens un peu à ma littérature, là, il y a beaucoup de programmes d'été de stimulation qui vont soutenir, même améliorer des acquis scolaires. Donc, si on voit que le jeune il y a des difficultés par rapport à où est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit au niveau scolaire académique, bien oui, un programme d'été où on va revoir, retravailler, soutenir, stimuler de façon intensive, oui, ça va lui permettre de revenir. Fait que ça, la littérature le montre définitivement. Encore une fois, pas pour tout le monde, pas dans tous les contextes. Puis c'est sûr que c'est intense faire ça. Puis encore une fois, c'est pas quelque chose qui existe tant que ça beaucoup. Là, c'est une étude qui était américaine, avec 3 fois par semaine, la rééducation, tout ça. Ça va améliorer. Là. Il y a pas de magie là-dedans. Plus on va exposer, plus on va soutenir, plus on va pratiquer, plus ça va s'améliorer. Encore une fois, il faut vraiment y aller avec les besoins du jeune, son besoin aussi d'avoir des pauses, de respirer, d'avoir une vie. Fait qu'il y a comme une balance à avoir derrière tout ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire dans le quotidien. OK, si on veut pas aller vers quelque chose de très précis comme ça. Puis petite parenthèse, c'est quelque chose auquel je crois, moi, la rééducation pendant la période scolaire, tout ça, d'une autre façon. Quand j'étais à la clinique, quand j'étais propriétaire de la clinique à l'époque, on avait développé un programme qui s'appelait Mieux lire avec plaisir. Puis en fait, l'objectif de ce programme-là, c'était vraiment de rendre la lecture agréable, fonctionnelle, fait que vraiment dans le plaisir. Puis en fait, ce qu'on faisait, c'était on travaillait entre autres la conscience phonologique pour tout ce qui est l'entrée dans l'écrit pour les plus jeunes qui avaient des difficultés de langage, puis qu'on voulait prévenir un petit peu les difficultés lors de l'entrée dans l'écrit. Fait que conscience phonologique, connaissance des lettres, des sons des lettres, etc. On travaillait beaucoup avec des livres, on travaillait avec la lecture interactive, enrichie. On avait des livres aussi décodables, on avait des petits livres simples pour les enfants, on avait des romans graphiques pour les enfants qui étaient un petit peu plus vieux puis qui aimaient pas trop la lecture, on avait des livres documentaires où l'enfant allait apprendre des choses, puis on fonctionnait avec un prêt de livres, fait qu'on avait des livres en prêt, fait que les jeunes pouvaient emprunter les livres, etc. C'était fait un programme qui était fait avec des étudiants, c'est quelque chose que je fais plus actuellement parce que j'ai plus l'équipe pour le faire, mais c'était quand même vraiment cool. Fait qu'on était vraiment dans, on enseignait, le parent venait avec son enfant, on lui montrait comment rendre une lecture agréable, comment est-ce qu'on pouvait soutenir, par exemple, l'orthographe, en parlant du son dans les mots à la fin avec O finissent souvent
qu'on entend O à la fin, on les écrit souvent E-A-U. Fait qu'on avait des petites choses comme ça qu'on pratiquait avec eux. Puis après ça peut être intégré dans le quotidien. Il y avait de l'écriture aussi qui était fonctionnelle. Bref, je vais vous donner des exemples de ça après, mais c'est des choses qu'on avait mis en place, puis c'était vraiment super comme programme. Malheureusement, je peux plus donner parce que maintenant, je suis toute seule, mais c'était quand même quelque chose qui était chouette, qui avait été vraiment apprécié. Puis on avait aussi donné la formation aux parents pour leur expliquer comment ça se passe, comment est-ce qu'on apprend à lire puis écrire, c'est quoi le processus dans le cerveau de l'enfant pour que le parent comprenne quoi faire puis comment justement dire E-A-U à la fin d'un mot. C'est souvent comme ça qu'on écrit le son O. Si on comprend comment ça fonctionne dans le cerveau de notre enfant, bien après, à partir de là, c'est beaucoup plus facile de donner des trucs, des stratégies comme ça, des cues pendant qu'on est dans la vie de tous les jours, pendant qu'on fait quelque chose de plus, une lecture plus pour le plaisir, donner des petits points comme ça de soutien, de stimulation quand on comprend qu'est-ce qui se passe dans le cerveau puis comment est-ce qu'on apprend. Bref, petite parenthèse, mais c'était vraiment chouette. Fait que j'y crois que c'est possible, mais il y a aussi des façons de le faire dans le quotidien. Fait que comment est-ce qu'on peut faire ça? Fait que je vais vous parler de tout ce qui est lecture, écriture, mathématiques un petit peu, autre apprentissage, tout ça. Fait que tout ce qui est le langage, hein, j'en parle vraiment souvent, mais tu sais, on peut soutenir le langage dans le quotidien. Il y a plein d'occasions, mais mettons, je parle d'été, là, mettons qu'on se déplace l'été, qu'on s'en va faire des visites. Je sais pas, on fait un petit voyage en famille, on fait des activités peut-être spéciales, différentes, c'est toutes des occasions de soutenir le langage, fait qu'on peut discuter dans l'auto, hein, parler de ce qui se passe, de ce qu'on voit, de ce qu'on a envie de faire dans notre journée, de ce qu'on pense qu'on va voir, comment on pense que ça va se passer dans cette activité-là, dans cet endroit-là. Fait qu'on peut intégrer aussi l'enfant dans la prévision, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que toi tu as envie de faire dans cet endroit-là, etc. Raconter ce qui s'est passé. Aussi, comparer des endroits, des situations, des lieux. Ah ouais, l'année passée, t'es allé là. Est-ce que t'aimes mieux ça ou ça? Est-ce que tu préfères telle glissade ou telle autre glissade? Pourquoi? Donner de ta vie, notre opinion, etc. Fait que tout ça. Fait que c'est des genres de choses qu'on peut faire pendant l'été, entre autres, parmi tout le reste, mais pour soutenir le langage, mais c'est des bonnes occasions de faire ça. Il y a plein d'événements peut-être qui sont différents ou de moments où on peut justement raconter, expliquer, décrire, fait qu'aller soutenir le langage. On peut avoir du vocabulaire nouveau aussi. Quand on vit des nouvelles expériences, souvent ça vient avec du vocabulaire qui est différent, qui est nouveau. C'est sûr qu'au niveau de la lecture, on peut continuer à lire. C'est vraiment pas une mauvaise chose de lire. Mais encore une fois, on peut y aller avec quelque chose qui est plus fonctionnel. Maintenant, je pense encore on fait des activités qui sont des fois spéciales, pas toujours, là. Ça se peut que vous restiez à la maison cet été, c'est bien parfait. Mais si jamais vous faites une sortie d'une journée quelque part, ou vous allez visiter quelque chose, ou il y a de la famille qui vient vous voir, que vous voyez pas habituellement, etc., on peut profiter de ces moments-là qui sont peut-être des moments un petit peu plus spéciaux. Fait qu'encore une fois, on pourrait regarder, si on s'en va quelque part, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'il va y avoir là, est-ce qu'on peut lire de l'information sur cet endroit-là, est-ce que l'enfant, dépendamment encore une fois de l'âge de l'enfant, hein, est-ce qu'on peut regarder les panneaux sur la route puis il peut nous aider à lire? Est-ce que on va voir justement une exposition puis il y a des panneaux puis on encourage l'enfant à lire pas tous les panneaux mais certains panneaux sur des choses qui l'intéressent plus que d'autres, ou nous on lit le panneau puis on l'encourage à regarder pendant qu'on lit pour attirer son attention, pour apprendre du vocabulaire mais aussi pour voir au niveau de sa lecture. Il pourrait nommer juste certains mots en particulier qu'il voit sur les grandes sections par exemple de l'exposition puis nous on lit le détail ou on lui résume dans nos mots, etc. Fait que il pourra aller au-devant puis nous dire qu'est-ce qui s'en vient plus tard dans l'exposition, dans le musée, etc. Si on fait une sortie puis on va manger quelque part, lire le menu au restaurant. Hein, des fois, on prend pour acquis puis on va devancer l'enfant puis lire avant. Mais on peut lui demander de regarder lui-même, d'essayer de trouver quelque chose, de l'aider. Encore une fois, si c'est un enfant qui est peut-être plus jeune. Donc voilà. Sinon, au niveau de l'écriture, qu'est-ce qui est fonctionnel? Encore une fois, c'est faire une liste de qu'est-ce qu'on doit apporter dans notre valise. Ça a l'air un peu de base, mais c'est quelque chose qu'on peut faire qui demande d'écrire. On pourrait écrire une carte postale si on va en vacances ou en voyage quelque part. On pourrait tenir un journal de vacances. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait en famille. Fait que dans le fond, tout le monde écrit. Si l'enfant a des grandes difficultés, on peut lui demander d'écrire quelques mots, une phrase à peu près, puis nous, on complète. On peut aussi travailler justement au niveau de tout ce qui est l'organisation du discours. Qu'est-ce qui est important de dire, ou c'est quoi un événement marquant dans ta journée, qu'est-ce qui te fait rire, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire, qu'est-ce qu'on aurait envie de raconter à quelqu'un si on appelle notre famille, ou si on relit ce journal-là dans 3 ans, qu'est-ce qu'on aura envie de relire, de quoi on a envie de se rappeler de cet événement-là, de ce moment-là.
Donc ça, on pourrait faire une chasse au trésor avec des indices. Fait que ça va dans les deux sens, la lecture, l'écriture, mais dans le fond, ça pourrait être l'enfant qui écrit les indices pour que nous, on trouve le trésor, ou nous, on écrit les indices puis lui, il le lit, etc. Fait qu'on peut faire des choses comme ça. Sinon, tout ce qui est la cuisine, ça peut être vraiment cool. Fait que lire une recette, ça peut être cool. On pourrait aussi, je sais pas moi, avoir une recette, on va visiter grand-maman, puis elle a je sais pas, une recette qu'elle fait, puis qu'on aime beaucoup. On pourrait lui demander est-ce qu'on peut écrire la recette pour s'en souvenir, puis pouvoir la faire à la maison. Fait que oui, il y a plein de moyens maintenant de le faire là, sans devoir écrire, mais ça peut être quelque chose qu'on fait. Prendre un papier, puis écrire à la main la recette de grand-maman, de, je sais pas, sa tarte qu'on aime beaucoup, ce genre de choses-là. Puis sinon, pour tout ce qui est mathématiques, ben encore une fois, les recettes, c'est vraiment chouette. Puis là, je parle de recettes, ça peut être une expérience scientifique, ça peut être différentes choses. Là. C'est pas obligé d'être une recette comme telle de biscuit, là, mais ça peut être des choses différentes. Fait que, tu sais, quand on va faire une recette, bon, faut calculer, il faut mesurer, on pourrait doubler la quantité ou au contraire diminuer, faire une portion de la recette, fait que pratiquer nos fractions. Si on utilise encore les quarts puis les demi-tasses, quarts de tasse, etc. Fait qu'on peut travailler les fractions avec ça, la compréhension des fractions, tout ça. Donc ça, sinon quelque chose que moi j'aime beaucoup faire avec mes enfants, c'est qu'on va beaucoup jouer à des jeux de société, évidemment. Fait que ça stimule plein d'affaires. Des fois, il faut lire des indices, des fois, il faut calculer. Fait que calculer un score, tu sais, juste jouer avec des dés, ça peut être souvent pour le langage, surtout chez les petits, les habiletés au niveau mathématique, reconnaître des nombres facilement. Des dés, on doit calculer, on doit additionner les dés pour avoir un nombre que ça fait, ce genre de choses-là. Même chose avec des cartes, calculer des points pour savoir qui a gagné. Quand on joue à des jeux, moi je suis toujours impressionnée, mais quand on joue à des jeux de dés, ma fille elle veut toujours faire les points. C'est des points dans les milliers là qu'elle va additionner, mais elle est super contente de le faire. Puis là, fait que ça la pratique en même temps à faire son calcul mental. Des fois, elle va l'écrire quand c'est un peu trop complexe pour elle. Ça pourrait être justement d'avoir un budget, fait qu'un budget de vacances. C'est ça, calculer un budget que l'enfant peut dépenser, lui faire calculer ses achats, par exemple, OK, il y a un budget de 10 voici qu'est-ce qu'il veut acheter. Si l'enfant est plus vieux, on peut même calculer les taxes avec ça. OK, avec les taxes, ça va être à peu près ça. Tu as combien d'argent? Il va te rester combien d'argent? Est-ce que, tu sais, comme tout ça, faire des comparatifs de prix entre différents items, etc. Fait que, bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut soutenir, qu'on peut stimuler pendant l'été. Puis souvent, c'est juste on pense pas à le faire parce que on est dans notre quotidien, on a plein de choses à faire, mais si on part avec cette idée-là dans notre tête, puis ce que je vous invite à faire, particulièrement si l'enfant a des difficultés, c'est de dire, parfait, voici ce qui était difficile pour lui cette année. OK, l'orthographe, c'est un enjeu, c'est un défi, etc. Le calcul mental, ça reste pas évident, pas facile pour lui, etc. Ben, à partir du moment où on prend conscience de ça, puis on décide qu'on veut soutenir ça, qu'on veut stimuler ça, bien après ça, c'est beaucoup plus facile de le planifier, de l'anticiper, de le prévoir, justement. On peut se dire, OK, on va aller faire une activité, je vais lui donner un 10 puis il va gérer son budget. Ou, OK, bien on va aller, je sais pas moi, aujourd'hui, on a une demi-journée de congé ensemble. Ben, je vais lui proposer de faire une expérience scientifique, de lire, je sais pas, un livre dont vous êtes le héros ou de faire une recette avec moi. Fait qu'on peut choisir des activités qu'on va faire avec nos enfants avec une intention en tête d'aller soutenir, stimuler quelque chose. C'est pas de s'asseoir avec lui puis de faire écrire des phrases pour faire écrire les phrases pour avoir les mots de l'année passée. On n'est pas là-dedans. Mais on est dans cibler des activités, cibler avoir des idées, justement, quand on s'en va en voiture, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre enfant ou quand le prévoir d'avance, anticiper, apporter un petit crayon puis un journal pour écrire 2-3 choses qu'on a aimées dans notre journée pour pouvoir le raconter par la suite, etc. Fait que si on a en tête les défis de notre enfant, qu'est-ce qui pourrait être stimulé, soutenu, etc., bien, c'est beaucoup plus facile de le prévoir, de l'anticiper, puis de l'intégrer, puis de le faire. OK? Fait qu'à moins que vous soyez un professionnel puis que dans votre tête, ce genre de stratégie-là est déjà intégré puis vous pensez déjà tout à ça, dans une tête de parent, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va penser d'emblée. Fait que si vous lui avez pas, si vous n'avez pas réfléchi à ça, ça va être difficile de le faire, de l'intégrer dans le quotidien. Fait que moi, je vous invite à prendre un moment pour vous réfléchir, pour vous dire, OK, voici mon enfant, qu'est-ce qui était plus difficile, qu'est-ce que je voudrais soutenir, qu'est-ce que je veux qu'il se passe mieux l'année prochaine ou qu'est-ce que je veux qu'il perde pas cet été dans ses acquis, dans ses apprentissages, qu'est-ce que je veux continuer à soutenir, à stimuler parce que je sais que c'est déjà un défi. Essayez de réfléchir à des idées, des activités que vous pourriez faire dans ce contexte-là, puis il y a beaucoup, beaucoup plus de chances que vous le fassiez. Puis l'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est par rapport aux apprentissages, c'est il y a aussi
plein de choses qui peuvent être travaillées autres, qui sont les fameuses fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est toutes les fonctions, je vais dire cognitives, mais qui nous permettent de soutenir le reste des apprentissages, notamment de faire de la régulation, de faire l'auto-vérification, etc. Fait que là-dedans, il y a entre autres la mémoire, la capacité de planification, résoudre des problèmes, tout ce qui est l'attention, tout ce qui est justement l'impulsivité, le contrôle de l'impulsivité, donc l'inhibition. C'est toutes des fonctions cognitives qui vont être très utiles, très importantes. C'est des choses qu'on peut facilement travailler. Là, on joue un jeu de trouver là, une image qui est pareille, par exemple, sur deux cartes. Là. Le premier qui trouve l'image qui est pareille sur les deux cartes. À ce moment-là, ben on travaille la capacité d'observation, on travaille l'accès lexical, puis on va travailler l'inhibition. Donc, je ne dois pas, je dois pas dire quelque chose qui est pas là, je dois pas aller trop vite pour dire n'importe quoi, je dois bien observer puis pas être dans la lune, puis je dois chercher le mot dans ma tête parce que, ben, si je dis sapin puis c'est je sais pas moi, puis c'est un chat, je vois pas quand ça va arriver, mais bref, c'est ça, ben, c'est une erreur, puis là, je vais perdre, puis là, c'est pas le fun, OK? Fait que tout ça, fait que il y a plein d'habiletés comme ça qui peuvent être travaillées vraiment facilement dans des jeux de société, le fun, ludique, que les enfants aiment déjà. Fait que si vous avez déjà ça en tête aussi, même si c'est pas un aspect super spécifique des apprentissages ou du langage, mais juste ça va faire une belle différence. Encore une fois, planifier quelque chose. OK, on s'en va pour la journée. De quoi est-ce que tu penses que tu pourrais avoir besoin? OK, puis là, on aide, on accompagne notre enfant dans tout ça. Fait que bref, il y a plein d'occasions, il y a plein de façons de le faire. Fait que oui, je reviens un petit peu à un concept de glissade de l'été, de perdre des acquis pendant l'été. Oui, ça peut arriver. C'est beaucoup moins pire qu'on le pensait à l'époque. Les nouvelles études vont dans le sens où oui, il y a des petits retards, des petites pertes des fois chez certains enfants. Ça dépend du contexte. C'est plus prononcé souvent en mathématiques. Puis c'est plus vrai chez les enfants qui ont des difficultés. On veut pas faire de l'école tout l'été. On a besoin d'une pause, on a besoin d'un break, on a besoin de faire autre chose. On a besoin que ça soit agréable, les vacances d'été. Mais on peut soutenir, on peut accompagner, on peut stimuler autrement dans la vie de tous les jours. Faut y penser. Faut réfléchir à ça. Faut le prévoir, l'anticiper parce que comme parent, sinon, c'est difficile de le mettre en place. On le sait, ça va vite, il se passe plein de choses. Fait que je vous donne ça un petit peu comme défi commission. Qu'est-ce que vous avez envie de soutenir, stimuler pendant l'été? Puis, c'est quoi les activités que vous pouvez choisir ou dans quel contexte vous pensez que ce serait possible de l'intégrer? Puis, on essaie de le faire un petit peu tout au long de la période d'été. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des pistes pour accompagner votre enfant cet été. Sur ce, je vous dis à la prochaine.